Je n'avais même pas encore enlevé ma veste quand mon père a lancé, je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs ici. Quelques proches ont ri doucement. J'ai juste hoché la tête et pris place au fond. Plus tard, le mari de ma sœur m'a demandé où je travaillais. Je lui ai donné le nom de l'entreprise. Il a marqué une pause, m'a regardé de nouveau, puis a dit « Attends, tu es mon PDG ?» La pièce est devenue silencieuse. Je secouais encore la neige de mon manteau quand mon père, levant les yeux de son verre, a grommelé « Je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs ici. » Les mots m'ont frappé plus fort que l'air glacial de l'hiver que je venais de fuir. Quelques parents ont ri doucement comme s'il s'agissait d'une blague interne convenue il y a des années. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête comme si j'étais de la partie, j'ai accroché ma veste lentement et j'ai pris la chaise la plus éloignée de la table, près de la fenêtre qui laissait passer les courants d'air. Je me suis dit que j'étais juste là pour faire acte de présence. Peut-être rester 1 heure maximum, puis disparaître de nouveau, comme je le faisais toujours. Je m'appelle Étienne. J'ai 32 ans maintenant, mais cela s'est passé l'hiver dernier, juste avant Noël, lorsque ma sœur, Claire, a décidé d'organiser le dîner de famille annuel chez elle. Techniquement, c'était chez elle et son mari, Marc, mais tout le monde savait qui payait quoi. Cette famille n'est pas du genre chaleureux et affectueux. Grandir dans cette maison, c'était apprendre à esquiver le sarcasme mieux que les balles aux prisonniers et à minimiser ses réussites pour que personne ne pense que l'on se vantait. Mes parents n'étaient pas cruels de manière évidente. Pas de cris, pas de placard vide, mais ils avaient un talent tranquille pour vous démolir petit à petit. Parfois, je me demande si cela aurait été plus facile s'ils avaient simplement crié comme des parents dysfonctionnels normaux. J'ai abandonné l'université quand j'avais 20 ans. C'est le titre qu'ils ont retenu depuis. Peu importe que je sois parti parce que l'entreprise que j'avais lancée dans ma chambre d'étudiant avait décollé et que je ne pouvais pas concilier cela avec les examens de mi-session. Peu importe que j'ai vendu cette entreprise 5 ans plus tard pour plus d'argent que je ne savais quoi en faire. Pour eux, j'ai abandonné. Je n'ai pas réussi. Je suis l'exemple à ne pas suivre de la famille. Chaque fois que mon nom est mentionné, il est suivi de ce long soupir. Celui qui dit « Imagine s'il était resté à la fac ». Je vais rarement à ces réunions. La dernière fois que je suis venu pour un dîner de Noël, ma mère m'a demandé si j'étais toujours en train de « trouver ma voie ». Je venais juste de décrocher un contrat important avec un ministère. Je me souviens avoir regardé sa fourchette à salade, me demandant si elle ne savait pas ou si elle s'en fichait tout simplement. Dans tous les cas, je suis resté silencieux. C'est plus facile comme ça. Moins de friction, moins de tentation de leur rappeler qui je suis vraiment. Mais cette fois, c'était différent. Ma sœur Claire m'avait appelé personnellement pour m'inviter. Elle avait toujours été la pacificatrice, équilibrant mon silence face au jugement de nos parents. Elle a dit que je lui manquais, que ce n'était pas pareil sans moi, que je devrais au moins venir pour le dessert, si ce n'était pas pour le dîner. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a fait hésiter. Papa s'était radouci. Il faisait des efforts. Contre mon meilleur jugement, j'ai dit que j'y penserais. La semaine a passé et finalement je me suis dit, pourquoi ne pas faire une apparition, manger un peu de tarte et partir avant que quelqu'un ne devienne trop curieux. Je me suis garé dans leur allée 10 minutes en retard. Juste assez pour manquer les salutations. Pas assez pour faire une scène. Les lumières brillaient chaudes et dorées de l'intérieur. Et pendant un instant, j'ai presque cru que cette fois, ce serait différent. Puis la porte a grincé et papa m'a vu avant tout le monde. Je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs ici. Pas de bonjour. Pas de « content de te voir ». Juste ça. J'aurais pu partir à ce moment-là, remonter dans ma voiture et m'éloigner. Mais quelque chose, la curiosité, la défiance, peut-être l'épuisement m'a fait rester. Peut-être que je voulais voir jusqu'où ils iraient cette fois. Peut-être que j'étais juste fatigué de fuir des gens qui n'avaient jamais pris la peine de me rattraper. La salle à manger était pleine à craquer. De longues tables s'étiraient d'un mur à l'autre, drapées de beige et d'or, le genre d'arrangement qui crie « on n'utilise ça que quand on a des invités ». Toutes les places étaient prises sauf une dans le coin. Je suis passé devant des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Leurs enfants rivaient à des tablettes, l'air épais de cannelle et de dinde. Ma mère a à peine levé les yeux. « Ah, tu es venu ?» a-t-elle dit avant de retourner à sa conversation sur le mariage de quelqu'un d'autre. Je me suis assis tranquillement, observant. J'étais devenu bon à ça au fil des ans. Mon cousin Benoît se vantait de sa promotion dans une compagnie d'assurance.
Sa femme est intervenue, récitant pratiquement son CV. Tout le monde hochait la tête, félicitait, trinquait. J'ai picoré les petits pains. Personne ne m'a rien demandé, ce qui, honnêtement, était un soulagement. Puis, pendant la deuxième tournée de vin, quelqu'un a teinté son verre et a dit « l'heure du point carrière en famille ». Ça avait commencé comme une blague il y a des années, l'idée de l'oncle Roland, mais c'était devenu une tradition. Chacun faisait le tour, donnant des nouvelles, des promotions, des changements de poste, des licenciements. Les adultes appelaient ça « léger », mais on sentait la tension monter à mesure que ça faisait le tour de la table. Mon tour est venu en dernier. Claire a essayé de me sauter, mais l'oncle Roland a ri. « Et Étienne ?» « Toujours à courir après son rêve, a dit mon père. J'ai levé les yeux de mon verre. « Oui, ai-je dit doucement. Toujours à courir. » Quelques gloussements. Papa a eu un petit sourire en coin. C'est à ce moment-là que le mari de Claire, Marc, s'est penché. Il est plus récent dans la famille, un type sympa, du genre cadre. On n'avait jamais vraiment parlé, alors il a dit nonchalamment, « Tu travailles où, d'ailleurs ?» J'ai hésité, j'ai pensé à mentir, à dire que j'étais dans le conseil ou quelque chose de vague, mais j'étais fatigué. Fatigué de minimiser, fatigué de prétendre. Je lui ai donné le nom de l'entreprise. Il a cligné des yeux, puis m'a regardé comme si je venais de parler couramment mandarin. « Attends » a-t-il dit lentement, les yeux plissés. « Tu es mon PDG. » La pièce est devenue silencieuse. Je veux dire, silencieuse à mort. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-air. Même les enfants ont levé les yeux. Et c'est là que j'ai réalisé que personne ici ne le savait. Pas même Claire. Je l'ai regardé. Imperturbable. Ouais, le monde est petit. Il a ri une fois. Court et sec. Tu plaisantes. Je ne plaisantais pas. Le silence s'est étiré de nouveau. Le visage de mon père a changé, confusion, puis déni, puis quelque chose de plus difficile à nommer. Ma mère a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. L'oncle Roland s'est raclé la gorge. Personne n'a dit un mot et j'ai tendu la main vers mon verre, j'ai pris une lente gorgée et j'ai laissé la tension planer. Mais ce n'était que le début, car dès que Marc a sorti son téléphone et a vérifié les faits sous la table, toute la dynamique de la pièce a commencé à se défaire. Et croyez-moi, nous n'avions même pas encore atteint le dessert. Marc me fixait comme s'il essayait de réécrire tout ce qu'il pensait savoir. La lumière de son téléphone éclairait son visage alors qu'il faisait défiler, sans doute en vérifiant le site de l'entreprise, peut-être même notre page LinkedIn. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais ce qu'il allait trouver. Mon nom, là, sur la liste des dirigeants. PDG, cofondateur, le titre dont ils se seraient tous moqués s'ils avaient même su qu'il existait. Il a relevé les yeux de nouveau, le visage rougi, les sourcils levés comme s'il était encore en train de digérer l'information. « Tu es Étienne Delacroix » a-t-il murmuré juste assez fort pour que ma sœur entende. Comme dans CET Étienne Delacroix. Claire s'est tournée vers lui, les sourcils froncés. « Attends, de quoi tu parles ?» Je pouvais sentir tous les regards sur moi maintenant. Les cousins par alliance, même les petits-enfants faisant semblant de manger, mais écoutant clairement. Marc a esquissé un demi-rire, espérant toujours que je dirais que je plaisantais. Il possède l'entreprise pour laquelle je travaille, toute l'entreprise. Je l'ai vu lors de réunions générales, mais je pensais que... Il a laissé sa phrase en suspens, essayant de concilier le gars au manteau de seconde main et aux bottes éraflées avec la voix de dirigeant qu'il avait entendue en ligne. Claire a cligné des yeux. « Attends, c'est toi qui diriges cette entreprise. Tu ne m'as jamais dit ça. » J'ai haussé les épaules. « Tu n'as jamais demandé. » Elle s'est reculée lentement, assimilant l'information. Marc a secoué la tête, réalisant que le mouton noir maladroit de la famille de sa femme était en fait celui qui signait ses fiches de paie. Papa a ri, mais ce n'était ni de la joie ni de la fierté. C'était ce rire sec et rauque qu'il utilisait quand la réussite de quelqu'un d'autre le mettait mal à l'aise. Et alors ? Tu possèdes une entreprise de technologie, ça ne veut pas dire que tu fais quoi que ce soit. De nos jours, tout le monde avec un ordinateur portable se prend pour un PDG. Voilà. La déviation, le dédain. Je l'avais vu venir. J'ai commencé dans ma chambre d'étudiant, ai-je dit calmement. Nous sommes entrés en bourse l'année dernière. Maman a finalement parlé. Eh bien,
tu n'en as jamais parlé avant. Tu aurais pu dire quelque chose au lieu de laisser tout le monde supposer. Supposer quoi, ai-je demandé, sans prendre la peine de cacher le tranchant de ma voix. Que j'étais un raté? Que j'avais échoué? Silence de nouveau. Je n'ai corrigé personne. J'ai continué parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé. Vous avez décidé qui j'étais il y a des années, et tout ce qui ne correspondait pas à cette version n'existait tout simplement pas, je n'avais pas prévu de le dire, mais une fois que c'est sorti, je n'ai pas pu m'arrêter. Papa a posé sa fourchette, le ton plus tranchant. Ne sois pas dramatique. Si nous t'avons traité différemment, c'est parce que tu étais différent. Tu as quitté l'école. Tu as arrêté d'appeler. Tu ne voulais pas faire partie de la famille. Non, ai-je dit, ma voix ferme. J'en avais juste marre d'être traité comme une blague. Comme si mon chemin ne comptait pas parce que ce n'était pas celui que vous aviez choisi. L'énergie dans la pièce a changé. Claire a baissé les yeux sur ses genoux, visiblement mal à l'aise. Quelque temps ont échangé des regards. Marc me regardait toujours comme s'il avait découvert un animal rare. Puis l'oncle Roland est intervenu, essayant de briser la tension avec un faux rire. Eh bien, regardez ça. Peut-être que maintenant tu peux nous payer des vacances à tous, puisque tu es un gros bonnet. Quelques personnes ont ri, soulagées de ramener le moment à la sécurité. Mais cela n'a fait que serrer quelque chose dans ma poitrine, car c'est toujours comme ça que ça se passait. Dès que les choses devenaient sérieuses, il transformait ça en blague. Rediriger, dévier, passer à autre chose. Sauf que cette fois, je ne voulais pas passer à autre chose. Je pourrais, ai-je dit doucement, mais je ne le ferai pas, cela a attiré leur attention. Je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis venu parce que Claire me l'a demandé. Mais si tout ce que vous allez faire est de prétendre que ce n'est pas un schéma, je vous épargnerai la peine l'année prochaine. Papa a de nouveau ricané. Le voilà. Toujours aussi sensible. Et c'est là que c'est arrivé. Le point de rupture. Marc, tenant toujours son téléphone, s'est raclé la gorge. En fait, j'ai quelque chose à dire. Tout le monde s'est tourné vers lui. Je travaille pour l'entreprise d'Étienne depuis 3 ans. Il l'a construite de toutes pièces pendant les licenciements de la pandémie. Il s'est personnellement assuré que personne de mon équipe ne perde son emploi. Je ne savais même pas qui il était à l'époque, mais maintenant que je le sais, je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un cacher son succès à cause de la réaction de sa famille. Il s'est tourné vers Claire. « Chérie, comment tu n'as pas su ?» Claire avait l'air de vouloir pleurer. Il ne parle jamais de son travail. Je pensais qu'il faisait juste des trucs en freelance. Cela m'a fait plus mal que prévu. Je n'en ai pas parlé, ai-je dit doucement. Parce que je ne voulais pas être accusé de me vanter de nouveau. Papa a reniflé. Tu penses que nous sommes le problème? Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. Non, ai-je dit, j'espérais que vous seriez fiers de moi. Mais finalement, j'ai réalisé que ça n'allait pas arriver. Je me suis levé. Pas de façon dramatique, juste assez pour faire comprendre que j'en avais assez d'être coincé à la table des enfants pendant que les adultes continuaient de faire semblant. J'ai travaillé dur, ai-je dit. Vraiment dur, mais ce n'est jamais assez pour cette famille. Je pourrais guérir le cancer, et vous diriez toujours que j'aurais dû retourner à l'université. Maman a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. J'en ai assez. Je ne vais pas me rabaisser pour que vous vous sentiez à l'aise. Je me suis tourné vers Claire. Merci de m'avoir invité, mais je pense que je suis resté assez longtemps. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Attends, a dit Claire, la voix brisée. Elle a tendu une petite boîte emballée. C'est de la part de tout le monde. À l'intérieur se trouvait un livre, Trouver le succès après l'échec. Je l'ai fixé. Vous avez tous choisi ça ensemble? Elle a hésité. C'était l'idée de papa. Il pensait que ça pourrait t'aider à te remettre sur les rails. La pièce s'est figée. Même Marc avait l'air horrifié. Je n'ai pas crié ni jeté le livre. J'ai juste posé le livre sur la table, je me suis retourné et je suis sorti. Et alors que la porte se fermait, la voix de papa a suivi, vous voyez, il ne peut même pas prendre une blague. C'était la dernière fois que je parlais à l'un d'entre eux pendant un certain temps. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit-là a tout changé. Leurs mots, leur rire, ce cadeau.
Cela a brisé quelque chose en moi. Je n'étais plus un décrocheur. J'étais leur patron, leur futur propriétaire, leur success story méconnu. Et pour une fois, je n'allais pas gaspiller ce pouvoir. Dehors, le froid m'a frappé plus fort que prévu. Je ne me sentais ni puissant ni fier, juste vide. Les rires et le tintement des couverts résonnaient toujours derrière moi. Partir comme ça ne ressemblait pas encore à de la liberté. C'était comme quitter une maison en feu, sachant que des morceaux de moi étaient encore à l'intérieur. Je suis resté longtemps dans ma voiture. Le moteur tournait, rejouant tout. Le visage de Claire, le livre, le silence. Trouver le succès après l'échec n'était pas une blague. C'était un message. Nous ne te voyons pas. Nous pensons toujours que tu as échoué. Et le pire, c'est qu'une petite partie de moi les croyait encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai arpenté mon appartement, rejouant chaque mot. Au matin, quelque chose en moi avait changé. Je ne me suis pas effondré. J'ai pris du recul, répondu à moins de mais, laissé les autres prendre la vedette. Les gens pensaient que j'allais bien. Les PDG vont toujours bien. Mais je ne m'écroulais pas. Je me dépouillais. Enlevant les couches que j'avais construites pour obtenir leur approbation. Des semaines plus tard, j'ai trouvé une vieille lettre de mon professeur de première année. Sa réponse à l'email d'excuses que j'avais envoyé après avoir abandonné. Étienne, disait-elle, tu n'es pas un échec. Tu as juste dépassé la pièce. C'est effrayant, mais ce n'est pas abandonné. Continue de construire. Le reste suivra. Je l'ai lu 6 fois. À la dernière, j'ai enfin compris. Je n'avais pas échoué. J'avais évolué. Mes parents ne voulaient pas d'évolution. Ils voulaient de la conformité. Mais j'avais déjà dépassé leur définition du succès. J'ai arrêté de courir après leur version de la fierté et j'ai commencé à vivre la mienne, tranquillement, à mes propres conditions. J'ai recommencé à marcher davantage, explorant des librairies devant lesquelles j'étais toujours passé sans jamais entrer. J'ai recommencé à écrire dans un journal, brouillon, honnête, pas performatif. J'ai acheté une vieille machine à écrire dans un marché aux puces juste pour le son. Lentement, le brouillard s'est levé et j'ai commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs, des jeunes qui me rappelaient moi. Intelligent, débrouillard, sans soutien. Je ne l'ai pas fait pour la renommée. Je l'ai fait pour que quelqu'un entende, tu n'es pas cassé, tu ne rentres juste pas dans le moule. L'un d'eux, Jordan, 19 ans, avait construit une application rudimentaire mais passionnée. Je l'ai aidé à affiner son pitch, les présenter à des investisseurs, et bientôt il a levé son premier tour de financement. Le voir gagner m'a fait plus de bien que tout ce que j'avais fait depuis des mois. C'est là que j'ai réalisé que le succès ne concernait pas les gros titres ou les revenus. C'était l'héritage. Être la personne dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune, construire quelque chose qui me survivrait. La famille est restée silencieuse. Un message de Claire en janvier, ignoré, non par colère, mais par épuisement. Puis en février, les RH m'ont contacté. Marc avait demandé une mutation pour cause de tension familiale. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée de l'avocat de mes parents. Ils vendaient leur maison et m'offraient la première option à un prix familial. J'ai ri. Après des années de mépris, c'était leur premier vrai contact, une offre immobilière. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai découvert plus tard qu'ils étaient presque ruinés. Papa avait refinancé la maison pour une entreprise de crypto-monnaie ratée. La lettre ne concernait pas la reconnexion. Elle concernait la commodité. Et c'est là que j'ai su que je ne me contenterais pas de rejeter l'offre. J'allais inverser la dynamique entièrement. Non par rancune, mais par contrôle. Parce que le fond du gouffre n'est pas toujours la ruine. Parfois, c'est le fondement sur lequel on reconstruit.